Bonsoir ou bonjour. À quel moment vous verrez cette interview? Je ne sais pas. Nouvelle interview dans le projet de 100 femmes qui viennent témoigner, ces femmes qui osent leurs rêves en action. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie. Bonjour. Et, Bonjour à tous. la joie de, enfin voilà, ça me fait très plaisir qu'elle soit là. À chaque fois qu'il y a une femme qui dit oui, je trouve ça génial. Là, je ne sais plus. Tiens, j'ai envie de prendre le temps. Je prends le temps 2 secondes de me dire en interview et le numéro combien? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, en plus, je l'ai fait en enregistré. Avant, je les faisais en live. Et comme c'est en enregistré, de ce fait-là, je ne sais plus. Donc, tu seras alors, attends, on va le dire, hein. Là, l'enregistrement a lieu le 7-7. On rajoute 2025, c'est 7-7-7. Et ton interview, c'est le 77e. J'y pensais au moment où tu voulais regarder le chiffre en me disant ça serait vraiment rigolo. Ah, mais franchement, là, il y a quand même quelque chose, hein. Donc, à mon sens, cette interview va à une bonne consonance du 7. Le 7 qui est l'introspection, c'est vraiment, enfin voilà. Je ne sais pas, on va voir, on va se laisser porter. Mais il y a vraiment cette notion d'écouter ce qui est bon pour soi. C'est vraiment en lien avec ça, il me semble. Tu me diras ce qu'il en est. Je vais d'abord te laisser te présenter. Juste une petite parenthèse avant. Si vous êtes une femme et que vous passez par là, vous avez envie d'être interviewée, de participer à ce joli projet qui s'est invité à moi, je vous invite à faire toc-toc du côté de chez moi. Je vous ouvre la porte et on organise un joli moment comme celui qui va se produire maintenant. Et puis, si vous avez aussi envie de soutenir ce projet, il y a aussi une cagnotte. Le lien se trouve dans le descriptif. Et puis, sur YouTube, je vous invite à mettre des pouces et puis à vous abonner et puis à partager pour que les interviews que les femmes viennent faire ici soient vues. L'objectif, c'est ça. Donc, vous contribuez à chaque fois que vous partagez, que vous abandonnez. Pas abandonner, non, mais ça va pas. Voilà. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, que vous vous abonnez, vous contribuez à la visibilité de toutes les femmes qui sont déjà venues interviewer. 77. Un sacré chiffre, n'est-ce pas? Alors, je te laisse la parole, Stéphanie. Je te laisse te présenter comme tu le souhaites. Peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis pour ceux qui te connaissent, peut-être tu vas leur apprendre quelque chose de nouveau sur toi. On ne sait jamais. L'imprévu peut être là aussi parmi nous. Bienvenue à toi. Merci à toi. Je suis ravie de pouvoir participer à ces interviews. Quand tu as parlé de ce projet-là, parce qu'on s'est rencontrés avec Bénédicte, parce qu'on a fait partie toutes les deux du sommet qui s'appelait Être femme. Et Bénédicte a proposé de participer à ces interviews. Et c'est tout comme le fait de participer au sommet Être femme, puisque je ne connaissais pas du tout l'organisatrice. Je suis tombée par hasard sur un post et du coup, je l'ai contactée. Ça s'est fait comme ça. Tout comme je ne connaissais pas Bénédicte avant, ça s'est fait comme ça aussi. Donc voilà, je salue des fois les hasards qui n'en sont peut-être pas tant que ça et qui permettent d'aller découvrir des personnes fabuleuses et de créer une dynamique et de créer vraiment un mouvement qui va s'étendre un petit peu plus loin. Alors, c'est toujours compliqué de me présenter parce que, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de femmes, il y a plusieurs personnes en moi. Il y a la femme, il y a la maman, il y a la professionnelle, et puis il y a plein de vies dans chacune de ces vies-là. Donc, si je devais faire un résumé, je suis une maman solo de 3 enfants qui ont à la louche 19, 14 et 12 ans, donc des grands déjà maintenant, dont je suis très, 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 très fière. Et ils se développent chacun et ils volent petit à petit de leurs propres ailes. Donc ça, je dirais que c'est ma plus belle réussite pour le coup. Je vis dans l'est de la France, dans un tout petit village qui doit faire 200 habitants au beau milieu de ma campagne. Donc juste derrière là, il y a une forêt. Juste derrière là, il y a des champs et autour, il n'y a rien. Voilà. Et j'adore, je ne changerai ça pour rien au monde parce que je me sens vraiment bien dans cet environnement de nature. Et une des plus grandes plaisirs ou joies de ma vie, ça a été de prendre soin et de me mettre au service. Quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, je voulais absolument être infirmière parce que je voulais prendre soin des gens.
Et puis, par un hasard heureux, ma maman, un jour, me dit, mais tu veux être infirmière, mais pourquoi tu ne ferais pas sage-femme? J'avais 17 ans à l'époque. Et sage-femme, c'est quoi ce métier-là? Et j'ai commencé à me renseigner et j'ai pris un coup de cœur pour ce métier. Et en quelques jours, c'est devenu plus qu'une vocation, c'était une évidence. C'était ça ou rien. C'était vraiment ça ou rien. Et j'ai laissé tomber tout le reste. J'ai laissé tomber mes concours d'infirmière. Et je me suis vraiment consacrée à ce métier-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'exercer pendant presque 20 ans. Et dans plein de domaines différents, que ce soit les salles d'accouchement, que ce soit la gynécologie, de la consultation. Voilà. Et j'ai eu l'opportunité d'accompagner, je dirais, allez, à la grosse louche, à peu près 500 bébés à venir au monde. Plusieurs milliers de femmes dans leur cheminement de femmes, que ce soit des femmes, des jeunes filles, des futures mamans, des mamans déjà aguerries, on va dire, des femmes ménopausées, on va dire je crois que ma plus jeune patiente devait avoir 13-14 ans et la plus vieille en avait 97. Donc voilà, ça a été une grosse période de ma vie qui a été juste fabuleuse et j'ai appris beaucoup au contact de ces femmes-là. J'ai appris beaucoup de manière académique parce que je voulais vraiment être à leur service. Et j'ai appris beaucoup à leur contact parce que chaque rencontre, en fait, m'aidait à me poser des questions, finalement, à me remettre en question dans ma pratique pour pouvoir l'adapter à chaque personne parce que j'avais vraiment à cœur de les accompagner de manière vraiment personnalisée et de les aider non pas à comment dire, être dépendante de moi, enfin, c'est pas les aider, mais justement leur donner les moyens, leur partager mes connaissances et mes compétences de manière à, en salle d'accouchement, à créer vraiment ce cocon pour que tout se passe pour le mieux, mais c'était elle qui restait maîtresse de ce qui se passait. Moi, j'étais juste vraiment là pour mettre en place tout ce qui se passe autour. Et j'ai essayé de créer ça ensuite dans mon cabinet. J'ai essayé vraiment d'amener ce côté autonomie, autonomisation des femmes en mode voilà, moi je suis là pour intervenir, je suis là pour vous proposer des choix, des options en fonction de votre besoin, mais c'est vous qui choisissez en fonction de qui vous êtes, de ce qui est le mieux pour vous, et vous allez là où vous souhaitez aller vous. Moi, je marche à côté de vous, et si vous marchez, je marche, si vous courez, je cours, si vous vous arrêtez, je m'arrête, parce que je peux rien faire sans vous. Mais c'était vraiment ce principe d'accompagnement. Et pour moi, le sens noble du mot accompagnement. C'est vraiment, je ne voulais tracter personne, en tout cas, parce que on sait bien que ça marche pas. Et puis, je voulais pas être non plus la sachante, parce que malheureusement, on en connaît beaucoup des personnes comme ça qui arrivent et qui sont très dogmatiques et qui posent leurs croyances, leurs convictions ou leur savoir en disant c'est comme ça et puis c'est tout. Et puis moi, j'ai décidé que c'était ça qu'il vous fallait, donc c'est ça qu'il vous faut, mais sans tenir compte de la personne qui est en face. Et c'est le genre de choses qui m'irrite profondément. Donc, c'est vraiment quelque chose vers lequel je ne voulais pas aller. Et puis est arrivé… Tu peux me permettre 2 secondes? Il y a quelque chose qui me vient quand je t'entends parler. J'ai l'impression, enfin, en tout cas, ça donne une belle image et ça donne une sensation d'ange gardien. Tu vois, l'ange gardien, en fait, il est là pour veiller, mais il suit le rythme. En fait, c'est pas lui. Enfin, il attend qu'on lui demande de l'aide et en fait, il veille en fait à ce que la personne soit sous le meilleur auspice. En tout cas, organise un cocon, mais seulement sur la demande de la personne. Et ça, il y a le mot qui me vient, donc je me permets, il y avait juste ça qu'il y avait besoin de dire. Ah, en fait, je trouve que c'est une jolie façon de définir et de se dire, ouais, comme un ange gardien en quelque sorte. Je l'avais jamais vu de cette manière-là, mais maintenant que tu le dis, alors tu me demandais de me décrire, je suis une personne très émotive aussi, donc tu vois, là, je commence à sentir que… Voilà, parce que je m'étais jamais perçue comme ça, mais maintenant que tu en parles, en fait, moi, je me perçois pas comme ça, mais j'ai eu des retours de femmes qui m'ont fait ce genre de retour. Et entre autres, quelque chose qui m'a profondément émue il y a quelques mois de ça à peine, où je sors de ma voiture, je vais chercher mon caddie devant une grande surface pour aller faire les courses. Et puis là, une dame qui s'arrête en face de moi. Bonjour. Bonjour. Vous étiez sage-femme, non? Oui. Vous voyez, à côté, c'est vous qui l'avez mis au monde. Et là, je vois une gamine qui, genre, a 12-15 ans. OK. Et elle me dit, mais merci à vous. C'est grâce à vous si j'en ai un souvenir aussi beau. Et c'est grâce à vous si ça s'est bien passé comme ça. Et là, je suis restée
vraiment interdite, vraiment sans voix sur mon parking, parce que ben, c'est ce qui fait rire un de mes amis avec lequel j'en parle, parce qu'il me dit, ouais, pour toi, c'était normal, tu as juste fait ton boulot, quoi. Je dis, bah, oui, j'ai fait mon job, je l'ai fait avec mon cœur, avec qui j'étais, donc pour moi, il n'y avait rien d'exceptionnel. Mais en fait, ça a été perçu de cette manière-là, et là où j'ai été profondément touchée, c'est de me dire que cette gamine qui avait 12-15 ans, ça veut dire que cette maman, mon souvenir était, enfin, le souvenir de ce moment-là, pas le mien, était resté gravé dans sa mémoire depuis si longtemps que ça. Et là où je suis très très fière, c'est non pas d'avoir cette place-là dans sa vie à elle, mais d'avoir contribué à ce que ce souvenir-là soit un souvenir heureux. Parce que moi, on s'en fout, en fait. Qui est là, qui est présent au moment de la naissance, finalement, pour moi, c'est pas ça l'important. Mais c'était vraiment dans mon métier de sage-femme de créer les conditions nécessaires pour que ça se déroule de la manière dont la femme voulait que ça se déroule. Alors, bien entendu, on est bien d'accord, ça ne se passe pas toujours comme ça, et que des fois, il y a des complications, des fois, il y a des urgences, des fois, on doit intervenir, et puis, on ne peut pas faire autrement. Voilà, et des urgences, il y en a eu aussi, des choses moins drôles, il y en a eu beaucoup aussi, mais globalement, c'était vraiment ce désir-là profond de faire que ça soit le souvenir le plus heureux possible. Parce que moi, j'ai eu cette chance-là d'assister, alors je t'ai parlé d'à peu près 500 naissances, je ne sais pas exactement, mais je suis à tes souhaits. Je suis sortie de mes 4 ans d'études, j'avais déjà assisté à un peu plus de 120 accouchements. Donc, tu vois, j'ai exercé pendant 13 ans derrière en salle d'accouchement. Donc, voilà, ça en fait quand même un certain nombre. Et ouais, c'était vraiment ce côté-là, comme tu le dis, ce côté cocon qui était vraiment, vraiment très important pour moi. Et il y a un et ou il y a un mais, forcément. Enfin, forcément, non, peut-être pas forcément, mais dans mon cas, il y en a eu un. Est arrivé l'année 2020 avec tous les événements qu'on connaît. Et là, je me suis vue devenir prestataire de service, mais dans le mauvais sens du terme. Je me suis venue devenir urgentiste quelque part, c'est-à-dire courir toujours derrière les problématiques, faire de l'urgence, faire de la technique et ne plus trouver la place pour faire de l'accompagnement et de la prévention. Et pour moi, ça a été quelque chose de très, très, très difficile à vivre. Et j'en ai discuté avec un de mes amis qui m'a fait une séance, on va dire, coaching sauvage, en disant, OK, et si tu continues comme ça, il se passe quoi? Il se passe ça. Ouais, puis il se passe quoi d'autre? Il peut y arriver ça, ça. Et en fait, on est allé creuser jusqu'au moment où il m'a fait prendre conscience que si je continuais dans cette dynamique-là, et mes mots ont été tels que je vais vous les dire là maintenant, je dis, mais si je continue comme ça, je crève à l'intérieur. Et c'était vraiment ça. Je me suis vraiment rendu compte que j'étais en train de mourir à petit feu, d'exercer de cette manière-là. Ça ne me correspondait plus du tout. Et parce que moi, je voulais faire de la prévention. Je voulais amener les femmes à mettre en place des actions avant d'avoir des problématiques, à s'écouter, à prendre soin d'elles, à du coup prendre soin de leur famille, à donner les réflexes aux jeunes filles, à informer, à éduquer, alors j'aime pas trop ce mot-là, mais amener vraiment de la connaissance aussi bien pour les mères que pour les jeunes filles, de manière à ce qu'elles puissent vraiment reprendre leur pouvoir, reprendre leur puissance, être maîtresses de qui elles sont et ne pas subir notre condition de femme hormonale, en l'occurrence, puisque on sait combien de femmes subissent leur cycle. J'ai 2 filles à la maison. Ma grande, avant qu'on prenne le temps d'en discuter, pour elle, l'idée d'avoir ses règles, et d'ailleurs, elle les a eues très très tard, donc je me dis qu'il y a peut-être eu une incidence là derrière, mais pour elle, l'idée d'avoir ses règles, c'était une catastrophe. Elle voyait ça comme une catastrophe, comme quelque chose qui allait l'empêcher de vivre, comme quelque chose qui allait être douloureux, comme quelque chose qui allait être embêtant, comme un calvaire, comme un ennemi finalement. Et petit à petit, j'ai réussi à lui faire prendre conscience de tout ce qui allait derrière. Mais combien de jeunes filles à l'heure actuelle, combien de femmes à l'heure actuelle voient avec tout ce qu'on connaît, les syndromes prémenstruels, les problèmes type endométriose, combien de femmes voient leur cycle, pour ne parler que de ça, comme quelque chose de catastrophique et que si on peut s'en débarrasser, c'est le mieux. Et je trouve ça tellement dommage parce que
quand on se rend compte de la puissance qu'il peut y avoir derrière ça, quand on met cette puissance à notre service, mais c'est fabuleux. Mais c'est fabuleux. Et malheureusement, on n'en a pas conscience de tout ça. C'est pour Je partager crois que... Ouais, pardon. Non, mais je t'en prie, je suis bavarde, ça fait aussi partie de mes caractéristiques. Une anecdote, c'est que quand j'avais encore mon cabinet libéral, je devais avoir pas loin de 40 ans à l'époque, je suis allée faire une formation qui s'appelait Physiologie de la fertilité. Pour faire simple, exactement, mode d'emploi du fonctionnement d'une femme et de sa fertilité. Et à côté de moi, il y avait une autre, c'était réservé aux professionnels médicaux, donc on était 5-6 sages-femmes, il y avait des pharmaciens, donc c'était ouvert vraiment à plein de monde. Donc moi déjà, ça m'a fait plaisir de me dire qu'il y a plein de professionnels qui s'intéressaient à la santé de la femme en tant que telle. Et je me suis retrouvée en fait à côté d'une sage-femme qui avait une 50aine d'années, et toutes les deux en fait avec des yeux comme ça, en se disant mais punaise, on est femmes, on est réglé depuis en moyenne 13 ans, donc ça faisait 20 et quelques années pour moi, 30 et quelques années pour elle. On est sage-femme depuis 15 à 20 ans chacune, et on découvre comment ça fonctionne de manière claire et précise maintenant. Ouais. Il y a un problème. Si en tant que sage-femme, sachant qu'on est la personne de référence, on va dire, dans la santé des femmes, on n'est pas formé, on n'est même pas au courant qu'on fonctionne comme ça, comment les femmes vont pouvoir être au courant, puisqu'on peut parler d'information si on ne la connaît pas. Et tu vois, tout ça, en fait, donc ça a été un premier déclic. La période de confinement et tout ça a été un deuxième déclic. Troisième déclic, ça a été pour moi le fait que j'ai un très très bon ami à moi qui est médecin chinois, qui est aromathérapeute aussi, et qui m'a fait plonger dans le monde des huiles essentielles, en l'occurrence, pas que, parce qu'après il m'a fait plonger dans plein d'autres choses. Mais j'ai plongé mon nez dans les huiles essentielles, et là je me suis dit, mais mon Dieu, c'est pareil, c'est magique. On a tellement de choses qu'on peut faire avec les plantes. Et ça m'a donné l'envie d'aller creuser ça en me disant, OK, alimentation, comment on peut changer ça, cosmétique, comment on peut modifier ça, entretien de la maison, comment on peut modifier ça, comment en fait on peut faire, quel pas moi je peux faire, moi en tant que femme et en tant que maman dans mon quotidien, pour aller vers plus de naturel, et ensuite comment je peux transposer ça pour les femmes que j'accompagne. Et en fait, je me suis rendu compte que dans mon métier et dans mon cabinet, c'était très compliqué de transposer ça, parce que comme ça ne fait pas partie de mon référentiel métier, officiellement, je n'ai pas le droit d'en parler. Enfin, je n'avais pas le droit d'en parler. Donc, il y avait cette espèce de conflit intérieur, en plus du reste, qui me disait, j'ai plein de trucs. En plus, quand on est femme enceinte, je veux dire, la santé, l'environnement, c'est un sujet d'autant plus important et d'autant plus personnel, parce que clairement, aucune maman n'a envie de mettre des produits toxiques sur la peau de son bébé. Donc, c'était des questions qui revenaient régulièrement. Et voilà. Et ça m'a fait mettre ce pied dans ce cercle vertueux-là, de prévention aussi par les plantes. Donc, de mettre encore un pas de plus dans la prévention pour vraiment aider les femmes différemment. Donc, voilà, c'était une grande présentation pour le coup. Je dirais une présentation d'une grande richesse, bien achalandée, je dirais, avec plein d'informations. Donc c'est hyper intéressant de voir l'évolution que tu as pu avoir au cours des années. Mais finalement, c'est la vie qui est comme ça en évolution. Et puis, à un moment donné, ça fonctionne comme ça. Et puis petit à petit, il y a les conscientisations. C'est un petit peu comme depuis le Covid, hein, depuis le Covid, cette fameuse période. Combien de personnes se sont remis en question, se sont posées des questions. Ça a été une période difficile, mais en même temps une période très révélatrice et qui a amené beaucoup de personnes, dont moi aussi, à me poser des questions sur c'est quoi la vie. Bon, moi j'ai eu d'autres événements aussi, mais ça a contribué, et je pense que ça a contribué dans le couple, dans la femme, et surtout peut-être plus au niveau des femmes qu'au niveau des hommes, parce que d'un seul coup, les femmes se sont posées. Il y avait les hommes, et les hommes sont arrivés à la maison, peut-être plus. Enfin, on était quand même dans un schéma assez classique, hein, pour la plupart des personnes. Les deux parents travaillent, mais la femme rentre souvent, s'organise un petit peu au niveau de la garde, ceci, cela. Et puis d'un seul coup, tout le monde se retrouve à la maison en disant mais c'est quoi cette vie de dingue qu'on a? Et à ce moment-là, peut-être que les femmes se sont posées plus de questions sur leur rythme en réalité.
Et c'est vrai que, tu vois, je trouve ça intéressant que tu dises qu'il y a beaucoup de femmes qui ont l'impression de subir leur cycle et appréhendent les règles. Alors moi, pas du tout, tu vois. Je les ai eues tardivement et au contraire, quand je les ai eues, j'étais super contente parce que j'avais tellement peur de pas les avoir parce que moi, mon rêve, c'était d'être maman. Mm. Pas de règles, pas d'enfants. Donc, la plupart des copines avaient leurs règles et moi j'avais pas, donc j'étais un peu désespérée, tu vois, enfin en me disant mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça me préoccupait pas plus que ça, mais et quand elles sont arrivées, mais c'était une joie en fait. J'étais heureuse d'avoir ces règles et j'ai jamais eu trop de problèmes, même pour la ménopause, j'étais contente. Voilà, j'ai terminé mon cycle, maintenant je suis dans la ménopause, tout va bien, donc c'est plutôt bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui ont plus l'impression de subir leur cycle que vraiment de le vivre. Et, euh, et ça serait effectivement peut-être un rêve que chaque femme puisse accueillir son cycle. Est-ce que c'est ton rêve à toi que les femmes puissent découvrir leur cycle? Parce Alors, qu'une femme qui connaît son rythme, son cycle, eh ben, automatiquement se positionne mieux dans la vie. Enfin, il y a certainement plein de bénéfices. oui, il y a plein. Voilà, est-ce que tu peux nous partager ça? Alors, je te dirais que pour moi, c'est une partie de mon rêve. On va dire, c'est un paragraphe de mon rêve. Oui. Si je devais vraiment donner un titre à ce que j'ai envie de créer, il y a plein de choses en fait. Et là, ça part dans tous les sens. En fait, l'idée de base, c'est vraiment d'amener chaque femme à se rendre compte à quel point elle est puissante, autonome et à quel point elle a énormément de ressources en elle. Potentiellement, si on pouvait arrêter de se comparer les unes avec les autres, ça serait cool aussi. Mais ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ne serait-ce que dans nos compétences, ben voilà, moi j'ai des compétences que tu n'as pas, forcément. J'ai pas le même parcours, j'ai pas les mêmes études, mais toi, tu as des compétences que je n'ai pas. Donc, si on commençait juste à se parler d'égal à égal et d'échanger et de partager, de qu'est-ce que toi tu vas m'apprendre et qu'est-ce que moi je peux t'apprendre, mais ne pas se sentir inférieur, juste complémentaire, en fait. Déjà, enfin, voilà. Et juste que chaque femme puisse se sentir fière de qui elle est, fière de son parcours, fière de quels que soient ses choix, en fait. Juste se rendre compte à quel point elle est pleine de puissance, pleine de ressources, pleine de réussite. Parce qu'on a quand même un petit peu toute tendance à regarder ce qui ne fonctionne pas et pas trop ce qui fonctionne. Juste, tu vois, faire un retour en arrière et se dire waouh, quand même, j'ai parcouru tout ça. Et puis regarder en avant en se disant ok, ben maintenant mon sommet de la montagne il est là. Et juste, on regarde souvent ce qui nous manque pour atteindre le sommet de la montagne, mais pas tout ce qu'on a parcouru derrière. Et voilà, c'est juste savoir c'est pas se positionner non plus, mais juste. Est-ce que le mot célébrer pourrait être adéquat? Alors célébrer, oui, ça en fait partie. Ça serait pour moi vivre en se posant tous les jours la question qu'est-ce qui me rend heureuse et aller dans cette direction-là. Quel que soit ce qui nous rend heureuse. Je sais qu'il y a des personnes, ce qui va les rendre heureuses, c'est une grosse maison, c'est une grosse voiture, c'est faire la fête, etc. Puis d'autres personnes, ça va être une cabane au fond du jardin. Peu importe en fait, mais juste se dire, ok, qu'est-ce qui me rend heureuse et quel pas je fais aujourd'hui pour aller dans cette direction en m'appuyant sur tout ce que j'ai déjà fait, réalisé, vécu avant, qui sont des atouts. Même ce qu'on a l'impression qui a été un échec. Enfin, en ce qui me concerne, j'ai 2 divorces à mon actif. J'en suis pas très fière. Voilà, c'est comme ça. Mais en même temps, ça m'a amenée à être celle que je suis maintenant. Ouais. Et puis, les hommes avec qui j'ai vécu m'ont donné mes enfants. Et c'est des merveilles dans ma vie. Et mon Dieu, j'ai mangé avec ma fille et ma grande fille à midi. Et je me dis, cet enfant, elle a 19 ans maintenant. Je dis, mais c'est un rayon de soleil. Mais c'est un rayon de soleil pour moi, mais c'est un rayon de soleil pour plein d'autres personnes aussi. Et je trouve ça, c'est magique. C'est magique. Donc oui, j'ai pas su réussir un couple, 2 en l'occurrence, mais ça m'a appris plein de choses. Puis ça m'a appris aussi à vivre seule et à savourer d'être seule,
à apprécier ma solitude et à me dire que maintenant, la personne avec qui je construirai un couple, je le construirai non plus parce que j'aurai besoin de complémentarité, mais elle sera un plus dans ma vie parce que fondamentalement, j'ai, à mettre entre grands guillemets ce que je viens de dire, j'ai besoin de personne. Mais si quelqu'un arrive dans ma vie, ça sera forcément un plus et non pas quelqu'un dont je serai dépendante. Et ça, Comme la cerise sur le gâteau. c'est ça. Et en fait, c'est mes divorces qui m'ont montré ça. Parce que j'ai fait des erreurs avec mon premier conjoint, j'ai reproduit les mêmes erreurs avec mon deuxième conjoint, pas tout à fait les mêmes, mais voilà. Donc forcément, la finalité a été la même. Mais du coup, on dit souvent, hein, quand on se prend une porte dans la tronche et qu'on ne comprend pas la leçon, on se la prend une deuxième fois. Voilà, moi, ça a été clairement mon cas. Mais du coup, ça m'a appris des choses, ça m'a appris à grandir, ça m'a appris du coup à créer une relation différente et à mettre d'autres limites, à savoir un peu plus ce que je veux, ce que je ne veux pas, et me rendre compte que voilà, là maintenant, j'ai conscientisé là où je m'étais plantée. Et j'ai aucune colère, j'ai encore une petite sensation. Mes parents ont fêté leurs 53 ans de mariage cette année. Bon, voilà, quand on a ce modèle-là, j'avais une petite légère pression en mode je veux faire comme papa-maman. Bon, pour le coup, c'est foiré, mais c'est pas grave. Et en fait, voilà, ça m'a montré tout ce cheminement-là de je voulais absolument réussir un couple parce que mes parents avaient réussi le leur et que pour moi, j'étais baignée dans l'image du prince charmant et que c'était happily ever after, ils se rencontrèrent, s'aimèrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Ping, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du moins, c'est pas comme ça que ça s'est passé pour moi. Et en fait, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça m'a appris des choses. Et du coup, on a grandi, que ce soit mes anciens conjoints, comme moi, comme mes enfants, on a grandi avec ces épreuves-là et ça nous a apporté quelque chose, en fait. Donc pour revenir à c'est quoi mon rêve, c'est que vraiment qu'on construise, que c'est soutenir les femmes à construire leur bonheur chaque jour, les aider à mettre en place ce qui leur fait du bien, que ça soit physiquement, que ça soit émotionnellement, que ça soit mentalement aussi. C'est comment en fait les aider à se créer une boîte à outils qui peuvent leur permettre que quand ça va moins bien, ou quand ça va pas du tout, parce que ça arrive aussi, ok, là je sais que dans telle circonstance, il faut que j'aille piocher tel outil parce que c'est ça qui fonctionne pour moi. Mais ce qui fonctionne pour moi peut très bien être dans la même situation quelque chose qui ne fonctionnera pas pour toi. Donc, comment, en fait, on se crée un panel d'outils pour chaque situation de manière à aller piocher dans cette boîte à outils-là, ce qui va être judicieux pour nous. Et dans ma projection, on va dire, de mon rêve un peu plus loin, ça va être si nous, en tant que femme, si nous, en tant que maman, on commence à faire ça un petit peu au quotidien, quel modèle on montre à nos enfants? Je reste convaincue que pour l'éducation, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. C'est l'exemple qu'on montre. Enfin, c'est l'exemple sans se mettre la pression non plus d'être parfaite, mais nos enfants observent nos comportements et ils modélisent nos comportements. Donc, si dans nos comportements, on travaille un tout petit peu plus chaque jour à être heureux, qu'est-ce qu'on amène comme notion à nos enfants? Qu'est-ce qu'on amène comme notion à nos filles? Qu'est-ce qu'elles vont propager autour d'elles, finalement, auprès de leurs amis, auprès de nos amis? Et en fait, l'idée, c'est vraiment que ça fasse, c'est comme des ronds dans l'eau, comme quand il y a une pluie qui tombe sur un lac, et qu'une action d'une femme, une action d'une autre femme, une action d'une troisième femme, une quatrième, pop, 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 ça fasse des ronds dans l'eau, et qu'au final, tous les ronds se rejoignent, et que ça fasse juste une onde merveilleuse de femmes qui se sentent bien dans leur vie, avec des hauts, avec des bas, mais vraiment, cette guideline-là de qu'est-ce qui me rend heureuse et qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour aller dans cette direction. Je crois que c'est vraiment ce résumé-là, si je devais le dire en une seule phrase. Merci en tout cas. Et quand j'entends ça, je me dis finalement, tu vois, les interviews qui sont là, toutes ces femmes qui viennent témoigner, c'est des exemples, parce qu'il y a un côté d'exemplaire. Ça veut pas dire que quand on va dire le fait d'être exemplaire, c'est pas une pression, c'est de faire son mieux et de montrer en fait notre chemin qui peut être parfois chaotique, qui peut être parfois complexe, des moments plus réjouissants
Et en fait, c'est de témoigner, ben oui, oui, il y a des difficultés, oui, des fois, c'est pas évident, oui, des fois, ben j'avais ce rêve du couple parfait jusqu'au bout des temps, et puis finalement, non. Il y a d'autres histoires, et peut-être que finalement, c'est encore un leurre de dire le couple qui dure indéfiniment. Peut-être qu'il y a plusieurs couples à se vivre et que c'est la vie aussi qui offre ce panel-là. C'est peut-être sortir, je sais pas ce que t'en penses, des stéréotypes, des carcans dans lesquels la société nous fait rentrer d'une certaine manière. On peut dire oui, mais on peut dire, ah, tiens, moi, j'ai envie de fonctionner autrement aussi. Ça peut Oui, être ça. mais c'est ça. Et tiens, je vais faire on va dire, un petit parallèle avec un sujet un petit peu plus touchy, on va dire, qui va être la sexualité, parce que dans le cadre de mon métier, je touchais à l'intime, clairement, et de la même manière, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise sexualité à partir du moment où tout se passe entre adultes consentants, on est bien d'accord, on est bien. Mais là, ce que j'ai aussi découvert auprès de toutes ces femmes avec qui j'ai échangé, c'est que finalement, pourquoi il devrait y avoir un seul modèle de sexualité? Quand je vois dans les titres des magazines ou les articles, un couple épanoui est un couple qui fait l'amour 3 fois par semaine. Et pourquoi? Et pourquoi 3? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 5? Et pourquoi... Et moi, ça m'horripile, en fait, ce genre d'injonction. Parce que du coup, la femme qui se sent bien dans son couple telle qu'elle est, avec plus ou moins de rapports, on s'en fout, mais qui voit ça, ça peut finir par lui mettre un doute en disant, mais finalement, est-ce que je suis normale? Est-ce que tout va bien dans mon couple? Alors que oui, tout va bien, mais ça vient finalement mettre un doute là où il ne devrait pas y en avoir. Et cette intimité-là, elle est aussi propre à chaque couple. Et c'est là où j'ai aussi vu des patientes évoluer au fur et à mesure de ma pratique, parce que finalement, je les ai vues être en couple, se séparer, avoir un nouveau compagnon et avoir des pratiques qui différaient d'un compagnon à l'autre, parce que c'était pas le même compagnon, donc pas le même couple, donc pas les mêmes envies, donc pas la même sexualité. Et où en fait, c'est juste normal et on en revient à qu'est-ce qui vous rend heureux. Et il y a des couples qui sont épanouis en ayant zéro sexualité. Et ma foi, c'est tant mieux pour eux. Puis il y a des couples qui sont épanouis en ayant un rapport chaque jour. Et tant mieux pour eux. Le principe, c'est d'être épanoui dans son couple. Et j'ai eu des patientes aussi qui avaient des pratiques, on va dire, plus olé olé. Et j'ai eu des confidences de pluralisme. C'est là aussi où, tu vois, j'avais posé une question très, très médicale. Je faisais partie d'un forum de sages-femmes à l'époque parce que cette patiente m'expliquait qu'elle et son conjoint, pour redonner une flamme à leur couple, avaient décidé de pratiquer le libertinage. OK. Et qu'a priori, ça les aidait bien et qu'ils étaient super épanouis comme ça. Bon, m'est arrivée la question de, OK, les infections sexuellement transmissibles, on a quand même des recommandations, etc. Donc, comme je ne savais pas trop me placer par rapport à ces recommandations, j'ai posé la question dans un forum de professionnels de santé en disant, voilà le contexte, voilà ma question, bilan, infection, comment ça se passe, comment on fait. J'ai eu genre 45 commentaires, mais 45 commentaires jugeants. Mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi ils font ça, mais Berk, c'est dégueulasse. Zéro réponse à ma question, par contre. Et là, je me dis, on a aussi au niveau des professionnels de santé un chemin à faire de ce côté-là pour essayer de ne pas tomber dans le jugement. C'est pas toujours facile, on est bien d'accord, mais essayer de ne pas tomber dans le jugement et juste pouvoir répondre à la demande de la personne qui est en face de nous, parce que c'est déjà pas évident à formuler comme demande. Je salue cette femme qui a eu suffisamment confiance en moi pour me partager ça, parce que ça touche quand même à de l'intimité inhabituelle. Et je me dis, mais waouh, en fait, quelle réponse elle aurait pu avoir ailleurs? J'ai d'ailleurs pas été capable de lui apporter de réponse tout court, mais tu te dis, voilà, ça n'encourage pas non plus les femmes à partager sereinement et à poser des questions par rapport à ce type d'intimité-là, parce que justement, il y a cette notion de jugement qu'il peut y avoir derrière, et c'est quand même pas chouette, parce que on a le droit de vivre, chacun a le droit de vivre les pratiques qu'il a envie de vivre tant que ça le rend heureux. Ah ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que là, tu soulèves quand même plusieurs choses.
c'est d'abord, avant tout, être à l'écoute de soi, de répondre à ses véritables besoins, pas des dictats extérieurs, sociétals ou de la famille ou du conjoint ou même des enfants, des fois, hein, qui peuvent nous maintenir dans une certaine position. C'est vraiment de se poser la question. Et puis en même temps, c'est comment à l'extérieur, on peut aussi trouver du soutien avec suffisamment d'ouverture d'esprit pour justement, bah, quand on se retrouve, parce que c'est pas toujours évident de dire, mais qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que je veux? On est tellement influencé par l'extérieur que des fois, on croit vouloir quelque chose. Et puis finalement, si on se pose de soi la question, on se dit, ben non, en fait, c'est pas ce que je veux. Et pourtant, on en était persuadé. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui nous pose la question, t'es sûr, c'est ça que tu veux? Si on prend pas le temps de s'arrêter quelques minutes, peut-être même quelques heures, peut-être même quelques jours, de prendre le temps de se poser avec soi, rien qu'avec soi, et de se mettre en face et de se dire qu'est-ce que je veux vraiment. C'est une grande question au bout du compte, hein. C'est loin d'être une question anodine à mon sens. Oui, clairement, clairement. Parce qu'on dit souvent, on sait ce qu'on veut pas, mais on ne sait pas forcément ce qu'on veut. Ben oui et non, des fois on ne sait pas ce qu'on veut pas non plus avant d'être mis au pied du mur en se disant ah ben non, finalement ça je voulais pas. Et puis en même temps, pour moi il y a une question de, je vais dire, doute méthodique qui fait que avant de me dire non ça je ne veux pas, quand j'ai un doute, ben c'est peut-être d'aller expérimenter et histoire de me dire ben ok ça non. Finalement, non. Mais pouvoir dire non, je ne veux pas en connaissance de cause. Un peu comme les enfants, quand on fait la diversification alimentaire, bah, avant qu'ils disent qu'ils n'aiment pas le brocoli, ils goûtent le brocoli. Et puis s'ils n'aiment pas, bah, ok, ils n'aiment pas. Mais au moins, ils ont goûté. Plutôt que de dire non, j'aime pas, avant même de savoir ce que c'est. Bon, pardon pour la comparaison qui n'est peut-être pas très Ah non, heureuse. mais bon, après, voilà, mais c'est bien des fois de remettre les choses à ce niveau-là. Et en même temps, tu vois, quand je t'écoute, il y a quelque chose qui me vient en me disant, oui, il y a un moment donné, peut-être de notre vie, on se dit non, ça, par exemple, les brocolis, hein, souvent les enfants n'aiment pas les brocolis, ou un autre légume, et puis arrivé adulte, ben, on se met à aimer. Ou ben, d'un seul coup, parce qu'on est plus à l'écoute de notre corps, un truc qu'on disait, ah non, pas du tout. Et puis finalement, ça arrive, et puis quelqu'un le cuisine d'une autre manière. Et puis finalement, on se dit, oh, finalement, j'aime bien ce truc-là, tu vois, je l'avais pas vu sous cet angle-là. C'est pareil, hein, au niveau de la sexualité, on pourrait très bien dire, ben non, en fait, moi, je veux pas ce truc-là. Et puis finalement, quand c'est amené peut-être avec plus de douceur, plus de euh, d'écoute, où en fait, on peut s'ouvrir à d'autres possibilités et de se dire, ah oui, en fait, non, il y a peut-être quelque chose de bien sur cette pratique-là, ou en tout cas d'offrir un autre chemin. C'est peut-être d'ouvrir les espaces, mais peut-être tout dépend où on en est sur notre chemin et qu'il y a un moment donné, il y a certaines choses, on va dire non, non, pas du tout, et puis quelques années après, on va le faire. Moi, je vois par exemple, juste pour les interviews, s'il y a 10 ans, on m'avait dit, tu vas faire des interviews là, sur YouTube, en live, et puis après on enregistrait, il y a un truc en moi qui en est, ça va pas, non, moi jamais je me mets sur ma caméra, jamais je vais exprimer ce que je viens de dire là, mais maintenant je suis en capacité de le faire, donc il y a aussi ça, tout est en évolution au bout du compte. Et ça me fait rire ce que tu me dis parce qu'il y a quelques années, j'ai commencé à travailler un petit peu en visio et en équipe. Et notre équipe était francophone, enfin France, Suisse, Belgique. Donc on faisait des réunions d'équipe en visio. Et pendant des mois, il était impossible pour moi d'allumer ma caméra pendant les réunions Zoom. C'était impossible. C'était trop d'angoisse. C'était même pas du stress, c'était de l'angoisse. Et je me rappelle d'un soir, mais je me revois sur mon canapé avec mon ordi sur les genoux en me disant, allez, ce soir j'allume la caméra. Ce soir j'allume la caméra. Puis la réunion commence, puis 5 minutes passent, 10 minutes passent. Tu sais, tu as le doigt sur le clic, allumer la caméra. Puis, je peux pas. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Allez, si je fais. Allez, j'y vais. Clic, la caméra. Et là, tu es comme ça. Et tu dis, oh putain, oh putain, oh putain. Non, c'est trop. Et tu refermes la caméra. Et en fait, je me dis, mais quand j'y repense maintenant, voilà, maintenant je fais de la formation en ligne, je fais des interviews, je fais des lives YouTube, je fais plein de choses. Et je me dis, j'ai quand même commencé par, on est 15 dans une réunion avec 12 personnes que je connais sur les 15 et à ne pas du tout être capable
de mettre on ma caméra. Alors parler, n'en parlons même pas, hein, on est bien d'accord. Mais juste de mettre on sur ma caméra. Et c'est là que tu te dis, ben, c'est pareil, si il y a quelques années, on m'avait dit que je solliciterais quelqu'un pour venir être interviewé, que ça soit diffusé sur YouTube, sur les réseaux, je me serais dit, jamais de la vie, tu verras ma tronche sur Internet. Et ça me fait vraiment rire parce que ça montre que nos rêves changent, nos priorités changent, nos besoins changent, nos objectifs changent. Et finalement, ce que je retiens de ma propre expérience et de mes propres angoisses, parce que j'en ai encore et je les gratouille petit à petit, c'est qu'en fait, on est capable de tellement plus de choses que ce qu'on imagine et que juste si on s'expose, j'ai un de mes très très bons amis, ben, celui qui a écrit le livre dont je t'ai parlé quand on s'est parlé en off toutes les deux, qui est spécialiste de la relation au stress, en l'occurrence, et qui a écrit plein de livres, dont un qui s'appelle Merci mon stress, et qui expliquait qu'en fait, pour amener cette angoisse, ce stress, cette anxiété à diminuer, il fallait pratiquer ce qu'on appelle l'exposition. Donc, on s'expose petit à petit au stress, mais pour rester en dessous du seuil qui est trop pour nous. Puis il expliquait, imagine, tu es complètement angoissé à l'idée de passer un coup de téléphone à quelqu'un que tu ne connais pas pour, je sais pas, un appel de présentation, de prospection, etc. Ben, si ça, tu es à 10, ok, qu'est-ce qui va te maintenir sous la barre des 4-5 ? Et puis au démarrage, ça peut peut-être être juste prendre le téléphone dans la main en ayant l'idée d'appeler. Puis peut-être que ça, déjà, ça te met dans un niveau de stress borderline. Donc juste, tu prends le téléphone dans la main, tu attends quelques secondes, puis tu reposes le téléphone. Puis tu fais ça 2-3 jours. Et puis le lendemain, tu prends le téléphone, tu le déverrouilles, puis potentiellement, tu tapes le numéro. Et puis tu reposes le téléphone. Et puis tant que tu es à l'aise à taper le numéro, ensuite tu décroches. Et puis tu raccroches tout de suite. Histoire de… Puis quand tu arrives à enfin décrocher le téléphone et que ça sonne, tu dis, pardon, punaise, pourvu que ça soit le répondeur, pourvu que ça soit le répondeur. Jusqu'au moment où, en fait, appeler un inconnu ne devient plus une source d'anxiété ingérable. Il y a toujours ce petit côté, on a peur de déranger, comment on va être reçu, etc. Mais ça ne devient plus cette angoisse qui était immobilisante et qui entraînait de la fuite. Donc, je trouve ça juste fabuleux, en fait, de se dire à quel point on est malléable, à quel point notre cerveau est malléable et à quel point on peut l'emmener petit à petit à créer des nouveaux chemins qui nous font avoir des pensées, faire des actions qu'on n'aurait jamais imaginé avoir ou faire quelques mois ou quelques années avant. Ouais, tout à fait. Et en même temps, je t'entends, tu vois, je me dis, ouais, c'est vrai que tout ça, et je repense à ta proposition tout à l'heure de faire un demi-tour et de dire, de regarder le chemin parcouru et que parfois, quand on ne sait pas faire quelque chose, on fait demi-tour et on observe, tiens, j'étais où il y a 5 ans? Et de se dire, ah oui, il y a 5 ans, je ne faisais pas ça. Donc de se dire, ah oui, alors maintenant, tout ça, je sais le faire. Et c'est de dire, ah ouais, donc en fait, j'ai encore d'autres possibilités. Et ça, c'est super intéressant parce que pour les femmes qui sont là, qui passent là, et puis peut-être qu'il y a une femme qui est là, qui n'ose pas encore passer un coup de fil ou se lancer dans une activité ou peut-être s'adresser à un amoureux, je ne sais pas, hein, ou peut-être se dire, je veux un enfant, mais oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et de se dire, ouais, mais regarde tout le passé, regarde l'évolution, parce qu'on a tous évolué, hein. Moi, je pense qu'on a tous évolué, mais qu'il suffit aussi de le remarquer et de célébrer aussi. J'aime bien l'idée de célébrer quand on termine quelque chose, on arrive à la fin, je célèbre. Il y a toujours quelque chose à célébrer. Et voilà, donc avec ces interviews, moi, je célèbre à chaque fois. Je suis super contente que les femmes arrivent parce que toi, tu arrives avec tes pépites, parce que là, tu nous en as donné des pépites, en fait. Et là, te donner un exercice concret. J'arrive pas à passer un coup de fil à un inconnu. Déjà, prendre le téléphone dans la main et se sentir de dire, tiens, j'ai le téléphone dans la main et je me pose avec ça. Et je raccroche. C'est déjà le premier geste et rien que déjà le cerveau, il va dire, ah, elle a déjà fait le premier geste. Et ça, c'est intéressant.
Et puisqu'on est dans le partage de pépines, si je me permets d'en partager une autre que moi j'utilise aussi depuis un certain temps et qui a fait des merveilles pour moi dans mon quotidien, c'est je tiens ça de Monsieur Guillaume Dulude, dont j'ai suivi la formation l'année dernière. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cet homme-là, qui est docteur en neuropsychologie et, au Québec, en fait. Et bref, sa formation est juste incroyable, de richesse. J'ai eu l'impression d'avoir un mode d'emploi du tableau de bord qui était mon cerveau. En fait, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Et pour le coup, il expliquait une chose qui était très intéressante. Il appelle ça les 5 bons coups. Alors, autant dire qu'à 5 bons coups par jour pour vous faire du bien, ça a fait rire beaucoup de monde. En fait, l'idée, c'est déjà d'avoir un carnet, un joli carnet, quelque chose dans lequel on a envie d'écrire. Et chaque soir, alors le carnet, il est sur la table de nuit, et chaque soir, au moment où on se couche, juste écrire nos 5 bons coups, c'est-à-dire 5 actions dues à nous-mêmes, 5 actions ou états de fait dus à nous-mêmes, qui nous ont apporté de la joie et qui nous ont rendus fiers dans la journée. Et ça peut être des choses très bêtes. Un exemple, je connais une personne qui a des gros problèmes de santé et qui a des difficultés simplement à se mouvoir et à sortir de son lit pour des douleurs énormes. Et ben, un de ses bons coups, c'est juste s'être levé pour aller prendre une douche, parce que ça lui a coûté de le faire, ça lui a demandé un effort. Et du coup, aller prendre une douche, c'est un des bons coups pour lui, parce que c'est quelque chose dont il peut être fier, parce que ça lui a coûté. Ça lui a coûté. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être avoir donné le sourire. Ça, c'était un défi qu'on s'était donné avec ma meilleure amie. C'est qu'à chaque fois qu'on va dans un magasin, notre objectif, c'est de donner le sourire à quelqu'un. Peu importe qui, mais ne pas repartir du magasin sans avoir fait sourire quelqu'un. Que ça soit par un bonjour, que ça soit par une blague, une conversation, ou juste se dire, OK, comment je passe un petit peu de joie autour de moi. Et ça peut être ça. Aujourd'hui, je suis allée faire mes courses et puis j'ai discuté à la caissière. Elle était un peu scrogneugneux quand je suis arrivée. Et après la discussion, elle avait le sourire. Bing, un bon coup. Et en fait, comme notre cerveau reproduit de mémoire 97% des pensées de la veille, si on commence à mettre un tout petit peu plus de positif dans notre vie, déjà, on s'endort sur du positif parce qu'on s'endort sur des choses qui nous ont rendus fiers de nous. Ce qui veut dire que le lendemain, on se réveille avec des pensées qui sont un tout petit peu plus positifs. Donc, comme on répète les pensées de la veille, petit à petit, on se contamine de positif, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais d'émotions négatives. Ça, c'est quand même prouvé scientifiquement qu'on a 70% d'émotions négatives tous les jours, qui qu'on soit. Donc, c'est normal d'avoir des émotions négatives. Par contre, ça peut nous permettre de rebasculer vers l'équilibre, peut-être un tout petit peu plus facilement. Juste l'équilibre. Moi, je faisais cet exercice, mais tu vois, c'était le carnet de gratitude. Chaque soir, avant de dormir, j'ai 3 gratitudes par rapport à la journée. Donc, c'est un exercice pas tout à fait le même, mais qui s'en rapproche. Et c'est vrai que c'est des mécanismes où, en fait, on tourne notre cerveau vers quelque chose qui fait du bien. Et la gratitude aussi, c'est une chose qui est importante à mon sens. La gratitude, je l'ai là maintenant, parce qu'on a passé un excellent moment, vraiment. Et là, j'ai envie de te demander quel serait le mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de partager pour une femme qui passe peut-être là, qui est peut-être dans une période un peu chamboulée et qui aurait peut-être besoin d'entendre une parole ou un conseil, ou qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Alors, je vais transmettre une phrase qui m'accompagne tous les jours depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années. J'ai découvert une pratique mystique qui s'appelle le Kriya Yoga, qui est quelque chose qui n'a rien à voir avec une religion, voilà, mais qui amène, c'est un type de yoga. Et un des maîtres enseignants qui s'appelle Lahiri Mahasaya avait l'habitude de dire à ses disciples « Banat, Banat, Banjai » en sanskrit, ce qui veut dire « fais, fais et ce sera fait ». Et j'aime cette phrase juste pour dire « Ok, n'attends pas que ça soit parfait, juste fais, répète, persévère, continue, ose et ce sera fait.
finalement. Quand, comment, pourquoi, peu importe, parce que peut-être que un jour, le fait sera un grand pas, le lendemain, ça sera peut-être un tout petit millimètre, mais juste fait, et ce sera fait. J'adhère à 200%, 1000%, hein. La preuve, les interviews, c'est un petit peu comme ça que c'est venu. Là, on arrive au 77e, donc le premier, le deuxième, le troisième, et ça se fait aussi, hein, ça se fait. Des fois, on a l'impression que c'est des choses insurmontables, mais un pas après l'autre, fait, et ça fait. C'est bien, j'aime beaucoup cette parole-là. Merci beaucoup. Mais Et puis, avec joie. si vous avez aimé cette interview, je vous invite à mettre un pouce. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Mettez la cloche aussi pour être au courant des prochaines interviews. En général, c'est les lundis. Mais il n'y a pas que des interviews parce que je fais des lives aussi. Je partage des textes d'un livre que j'ai écrit et co-créé avec une amie qui fait des photos. Et je vous invite à contacter Stéphanie. Les liens pour la joindre seront sous cette vidéo ou autour de cette vidéo. Vous cherchez, hein, vous cherchez. Et vous pouvez la contacter. Et si vous avez aimé son énergie, si vous avez des questions à lui poser, allez la connecter directement. Et puis, est-ce que tu as une actualité en ce moment, je veux dire, pour cet été 2025, sachant que cette interview sera entendable dans l'espace. Donc, en cet été 2025, peut-être pour la rentrée, est-ce que tu as une actualité? Alors, rien de déjà planifié, mais des projets en cours, puisque j'ai la grande chance de collaborer avec l'Université du bien-être, avec plein de praticiens différents, dans des domaines de compétences différents, que ce soit du coaching, de la médecine chinoise, du tai chi, du qigong, etc. Et d'intervenir régulièrement au sein de ce collectif pour des masterclass ou des formations. Donc, est en préparation une masterclass sur la gestion de la ménopause, parce que ça aussi, c'est un gros sujet pour les femmes, avec dans l'idée d'amener derrière des ateliers en pratico-pratique, on va dire, où on se rend compte, parce que finalement, une masterclass, c'est plus de la transmission, enfin, oui, de la transmission et sans échange, donc, enfin, avec pas autant d'échanges, même s'il y a le chat. Donc là, c'est l'idée de créer des ateliers, petits groupes ou plus gros groupes, peu importe, on verra ce qui se présentera, pour vraiment parler ménopause, dégommer quelques idées reçues, parce que quand on sait que dans les années 70, certains gynécos disaient que les femmes, une fois qu'elles avaient perdu leur capacité à procréer, elles étaient plus bonnes à rien et qu'elles avaient juste à attendre à mourir. On s'étonne ensuite que les femmes vivent pas très très bien à leur période de ménopause. Voilà, bref, donc voilà, casser quelques petites cornes aux licornes, dirons-nous, et amener vraiment ce côté pratico-pratique de ok, qu'est-ce que vous vivez pendant la ménopause et comment, toujours dans le but de partager la boîte à outils, que moi je puisse partager de par mes connaissances, on va dire académiques et pratiques, mais qu'on puisse échanger surtout les unes avec les autres, parce que on est toutes des pépites, on a toutes des trésors à partager. Et il y a plein de choses que moi je ne sais pas, et j'adore ces échanges-là parce que j'en apprends autant que j'en transmets. Et on a toutes quelque chose à offrir aux autres. Donc c'est vraiment cette idée-là de créer ce type d'atelier-là pour que chacune puisse avoir cet espace de parole et qu'elle puisse par là aussi aider d'autres femmes à traverser cette période qui des fois est très facile, des fois l'est un peu moins, mais voilà, à faire en mode groupe de soutien aussi entre femmes, mais groupe de soutien en mode vraiment pratico-pratique, parce que c'est ça le but, c'est de ressortir avec des vrais outils derrière. Et pourquoi pas des connexions et des amitiés aussi. Et voilà, en plus. Bon, je voudrais juste dire un truc sur les licornes. Ne cassez pas les cornes aux licornes. Parce que les vraies licornes, elles sont là justement pour percer un petit peu les sacs des croyances qui fait que le monde n'est pas merveilleux. Le monde est merveilleux en réalité et nous pouvons le voir sous cet angle-là si nous avons bien envie, bien entendu. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, si vous avez envie de soutenir le projet d'interview 108 femmes, vous avez le lien pour la cagnotte Litchi avec le descriptif. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Tout dépend du moment où vous aurez vu cette vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine interview. Merci beaucoup à toi, Stéphanie, pour ta participation.
et puis pour toutes les pépites que tu nous as confiées ce soir, aujourd'hui, en cet instant. Merci pour cette opportunité de temps de parole que tu m'as offert. Et merci à tous qui m'accordaient ce temps-là aussi, parce que le temps est précieux, c'est une ressource qu'on ne rattrape jamais. Donc, si vous êtes arrivés jusqu'au bout, merci à vous de nous avoir accordé ce temps-là. Et c'est un privilège, vraiment. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.